Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Comme d'habitude, toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va bien? Bonjour, très bien, et toi? Super, merci. Donc, on a pris un petit break, une petite relâche la semaine dernière parce que j'étais en voyage en Italie pour faire une conférence sur dresser le bilan des 10 ans de Justin Trudeau comme premier ministre. Et puis, Oui. c'est un centre de recherche d'études canadiennes à l'Université de Messine. Donc, les Italiens Mhm. s'intéressent au Canada. Donc, c'est une conférence de 2 jours. C'était très intéressant. Puis, ma conférence, c'était plus une projection sur l'avenir, peut-être les 10 prochaines années, si Mark Carney reste au pouvoir aussi longtemps que son prédécesseur. Ouais. Donc, j'ai fait une critique là, de son pivot européen, puis ce que ça peut signifier pour la politique étrangère canadienne. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, ben, c'est sur le Patreon de la chaîne Yann et Frank. Donc, si vous voulez y avoir accès, ben, l'allocution est enregistrée sur leur site. Donc, Donc c'était pas un gros voyage, c'était des vacances en Italie. ça aurait pu être des vacances parce que c'est la Sicile au mois de mai, puis tout le monde me disait amène ton maillot de bain, tu vas pouvoir aller te baigner. Puis malheureusement, la température n'était pas, a pas été de notre Au côté. rendez-vous. Malheureusement, Bon, non. Donc, bon, OK. c'est toujours moins désagréable parce que imaginez, vous êtes en Sicile, vous êtes dans une salle de conférence pendant 2 jours, puis il fait soleil, il fait 30 degrés dehors, puis vous voyez les gens en maillot de bain, c'est un peu déprimant. Donc, Ouais. j'ai pas eu à vivre cette déprime-là. Ah, très bien. Bon, ben, au menu cette semaine, tu vas nous parler du retrait américain de la commission mixte de défense Oui, qui est annoncé au cours des derniers jours. oui, Puis moi, je vais vous parler ben, de la situation en Ukraine parce que si vous avez suivi l'actualité comme nous, vous avez vu que la Russie a frappé massivement l'Ukraine, particulièrement Kiev, la nuit dernière. Puis ils ont utilisé pour la troisième fois leur missile hypersonique, le Oreshnik. Donc, on va essayer de voir ce que ça signifie. Et puis, je vais aussi revenir sur la question des arrestations des manifestants qui faisaient partie de la flottille pour Gaza, qui ont été arrêtés en haute mer par l'armée israélienne et qui ont pas été traités d'une façon très gentille par les forces policières, les forces armées israéliennes, ce qui a entraîné beaucoup de réactions de la part des dirigeants internationaux dont Emmanuel Macron, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez, et aussi Anita Anand, la ministre canadienne des Affaires étrangères. Donc, ben, avant de commencer sur ces sujets-là, je vais laisser Jocelyn nous parler de son sujet, donc du retrait américain de la commission mixte de défense. Alors, voilà, de quoi parle-t-on? Donc, comme disait Jean-François, les Américains ont décidé de suspendre, ce qui veut dire pratiquement de mettre fin aux activités de ce que l'on appelle la Commission permanente mixte canado-américaine de défense, qui a été créée en 1940, c'est-à-dire au moment du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. Donc créée entre les deux pays. À l'époque, c'était le président Roosevelt et le premier ministre Mackenzie King. Et ça avait comme mandat, cette commission, de discuter évidemment de la défense commune de l'Amérique du Nord, puisque on imaginait bien que le conflit qui avait éclaté un an plus tôt pourrait avoir des répercussions sur le continent nord-américain. Mais plus encore, on discutait dans cette commission de ce que le Canada pouvait faire en termes de production militaire et d'aide aux alliés européens. On a souvent dit que le Canada était devenu le porte-avions de la démocratie. Je me souviens plus si c'était la bonne expression, Jean-François, mais l'arsenal de la démocratie, parce que on a fabriqué, on était une usine d'armement à un moment donné, puisque notre territoire n'a jamais été touché par la Seconde Guerre mondiale directement. Donc, cette commission, créée en 1940, existe toujours malgré la suspension
des activités américaines, de la participation américaine. Elle a tenu au cours des 80 quelques années de son existence autour de 250 rencontres entre militaires et civils des deux parties. Et ce qui était intéressant dans ce forum, c'est d'abord l'égalité des participants, euh, le, le, sa composition diverse, c'est-à-dire les militaires et les civils de chaque côté. Quand on parle des civils, on parle des hauts fonctionnaires de la Défense nationale et d'autres ministères qui, qui ont des responsabilités sur les questions de sécurité. Et c'est à l'intérieur de cette commission qu'évidemment, on développe des rapports avec leur vis-à-vis. Les Canadiens rencontrent les Américains rencontrent les Canadiens et échangent et discutent sur les stratégies militaires et de défense qui se posent à eux. Euh, toute cette décision de suspendre la participation américaine a été diversement interprétée, certains disant les Américains veulent mettre de la pression sur les Canadiens pour qu'ils se décident à acheter le F-35 ou qu'ils se décident à déposer un plan très précis sur leurs dépenses militaires, en ayant bien sûr à l'esprit que dépenses militaires veut dire achat de biens militaires américains. Parce que je suis pas sûr que les Américains seraient très enthousiastes si le Canada décidait d'acheter 88 Gripen plutôt que 88 F-35, ou même s'ils allaient du côté français, si même ça se pouvait. Donc, on a interprété ça comme ça. C'est ce que les Américains ont laissé penser. Moi, je crois qu'il y a derrière cette suspension quelque chose de plus profond, c'est-à-dire la volonté de la part de Trump et de son entourage de se débarrasser de leurs obligations dans des forums et même dans des organisations qui leur imposent des contraintes euh, légales ou politiques. Et puisque ce gouvernement n'en veut pas de contraintes, il veut faire ce qu'il veut. Et donc, vous le savez, Washington s'est retiré de l'Organisation mondiale de la santé, de l'UNESCO, des accords de Paris sur les changements climatiques et de plusieurs dizaines de petites organisations internationales. Mais plus encore, ils se sont débarrassés des éléments de leur soft power qui étaient représentés par USAID et par le Peace Institute installé à Washington et qui était une structure bipartisane fondée il y a des années et des années, très bien financée et qui avait comme particularité de montrer que les Américains savaient faire autre chose que de bombarder. Ils pouvaient aussi s'engager dans des entreprises euh, de ce qu'on appelle le soft power. Et donc, ce que je tire de ce retrait américain de la commission américano-canadienne, c'est cette volonté vraiment de ne plus être lié par, par ce qui se passe dans ces forums. Et d'ailleurs, je pense que euh, le fait de se retirer est aussi un blâme que la nouvelle administration adresse à ceux des Américains qui siégeaient au sein de la commission et qui ont certainement, selon encore là mon interprétation, été pollués par les valeurs libérales actuelles et pour lesquelles Trump est en croisade, euh, et que les représentants américains n'ont pas été assez fermes envers leur vis-à-vis canadien sur les questions de défense et de sécurité nord-américaine. C'est une interprétation que je fais.
C'est dommage que les Américains en soient rendus là parce que, comme on sait, les institutions ou les forums comme la Commission sont un peu des lieux de socialisation entre les élites militaires, civiles des deux parties et elles permettent justement de s'informer des courants de pensée, euh, de ce que les participants ont à cœur au jour le jour, être mieux informés évidemment de ça, et donc qu'au cours de la discussion, de la rencontre, de la fréquentation, eh bien, les deux parties peuvent développer des règles et des normes qui vont être acceptables tant au Canada qu'aux États-Unis. Alors évidemment, on pourrait se dire, oui, mais il y a une telle asymétrie de puissance entre les États-Unis et le Canada que ça doit toujours être les États-Unis qui gagnent. Or, Stéphane Roussel, qui est un chercheur canadien sur les questions de défense, et en particulier des relations entre les États-Unis et le Canada, et qui est professeur à l'ENAP, a écrit son thèse de doctorat sur ce qu'il appelle the North American Democratic Peace. Et il s'est demandé, dans sa thèse, comment se fait-il qu'avec un tel différentiel de puissance, les États-Unis et le Canada sont en paix depuis 2 siècles, ce qui est quand même une configuration exceptionnelle en relations internationales. Habituellement, le gros impose, souvent par la violence ou la coercition, sa volonté aux plus faibles. Et on n'a pas besoin de revenir à la guerre du Péloponnèse de Thucydide pour savoir ça. Et donc, euh, Stéphane a découvert que c'est à travers justement ces institutions établies comme la Commission que les deux parties peuvent apprendre à mieux se connaître et peut-être à éviter justement les frictions qui pourraient mener jusqu'à jusqu'à la guerre. Donc, c'est dommage que les Américains se privent de ça. Peut-être que ça fait partie justement de la rupture avec les anciennes élites libérales de l'après 1945. On verra ce que ça donne dans l'avenir. Donc, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur cette question. Je Bon, ne sais pas si tu as quelques commentaires. ben, peut-être des questions. Est-ce que c'est peut-être le prélude à d'autres retraits des États-Unis d'organisations de défense similaires, dont la plus importante dans le contexte nord-américain étant le NORAD? Est-ce que ça pourrait aller éventuellement jusque-là? Ou là, ils auraient beaucoup trop à perdre? Je pense qu'il y aurait trop à perdre de se retirer du NORAD parce que le NORAD, ce n'est pas seulement un forum de discussion, de planification et tout. C'est des infrastructures qu'il faut moderniser, gérer, opérationnaliser parce que les radars, les avions, les aéroports, pratiquement, tout ce qui permet la surveillance de l'Amérique du Nord, il faut s'en occuper concrètement, alors que la commission, c'est plus un lieu de débat, c'est plus un lieu de, comme je le disais, de socialisation entre les partis. Certains ont soulevé cette hypothèse. Moi, je crois que non. Je pense que les Américains vont tenir. S'il y a quelque chose auquel ils vont tenir, c'est le NORAD plutôt que l'OTAN. Parce que l'OTAN, ils peuvent très bien dire aux Européens, ben, débrouillez-vous avec la défense européenne. Après tout, c'est vous qui êtes là, et puis vous faites face à la Russie. Donc, vous avez collectivement des moyens financiers, matériels suffisants pour vous défendre Hmm. contre la Russie. C'est comme ça que je Ouais, le ouais. vois, mais Et c'est vrai, en contexte de l'OTAN, tu as noté aussi au cours des dernières semaines, des derniers jours, que les Américains ont annoncé le retrait de troupes américaines, non seulement d'Allemagne, mais aussi de Pologne, qui est ben, peut-être là. alors là, il y a une grande confusion qui n'a pas été encore débroussaillée.
c'est que dans un premier temps, on va retirer 5000 militaires d'Allemagne. Ça a été, c'est la rumeur, elle sera annoncée au sommet de l'OTAN des 16 et 17 juin prochains. Il y aura peut-être d'autres annonces. Puis, la semaine dernière, dans un tweet, le président a dit qu'il allait envoyer 4000 soldats de plus en Pologne parce que c'était des bons gars, parce qu'eux autres atteignaient le 5% de dépenses militaires. Ah oui, Alors, je ne sais pas, c'est des bons consommateurs de produits militaires américains, les Polonais. surtout, surtout, Ouais. et je ne sais pas si tu te souviendras que pendant le premier mandat de Trump, il y avait un président polonais dont j'ai oublié le nom qui avait dit, on va même vous construire une base qui va s'appeler la base Donald Trump en Pologne. Alors, il faut être d'une servilité incroyable pour dire des choses pareilles. Alors, attendons le sommet de l'OTAN de la mi-juin pour savoir exactement où vont atterrir les troupes américaines. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même encore en Europe 80 à 100 000 soldats américains. Ouais, ouais. Bon, OK. Merci. Bon, ben moi, je vais vous parler de mon premier des deux sujets. Donc, vous avez vu, comme je disais en début d'émission, que les Russes ont frappé Kiev, différentes régions de l'Ukraine avec un missile Oreshnik, mais ça, il y a aussi eu, ce que j'ai lu, à peu près plus de 600 drones qui ont été lancés, d'autres types de missiles plus conventionnels qui ont été utilisés, à peu près un peu plus d'une centaine, mais le fameux missile Oreshnik, qui est un missile hypersonique qui voyage à 10, 11, 12 fois la vitesse, la vitesse du son. Donc, c'est un missile qui, donc, avec par exemple, les batteries antimissiles Patriot sont incapables d'intercepter un missile qui voyage à cette vitesse-là. Ça peut être équipé d'ogives nucléaires, ce qui évidemment n'était pas le cas avec cette fois-ci, comme les deux fois précédentes. Mais donc, les Russes ici ont voulu envoyer un message assez clair aux Ukrainiens, parce que les Ukrainiens ont commencé à développer des capacités de missiles à moyenne portée qui vont leur permettre de frapper aussi le territoire russe. Donc là, en quelque sorte, les Ukrainiens font monter les enchères, puis le Kremlin n'a pas le choix non plus de suivre la mise pour montrer sa détermination également face à l'Ukraine. Et donc, bon, évidemment, là, Zelensky parle d'une escalade absolument inacceptable. La même rhétorique est reprise par différents dirigeants occidentaux, mais en tout cas, c'est pas une escalade, là, parce que ça a déjà eu lieu dans le passé. On Ouais. montre aussi des images, là. Zelensky dit que les missiles Orishnik ont frappé uniquement que des cibles civiles. Bon, faut en prendre puis en laisser. Vous le savez, à la guerre, la première victime de la guerre, c'est la vérité. Ouais. Puis bon, il y a beaucoup de gens en Ukraine aussi qui racontent que les forces armées ukrainiennes ont tendance à laisser des hommes et des équipements militaires dans des édifices civils ou à proximité d'édifices civils. Donc, à partir du moment où vous avez de l'équipement militaire dans des édifices civils, que ce soit une école, un hôpital ou quoi que ce soit d'autre, ça devient de facto une cible militaire légitime. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle les Russes ont frappé ces installations-là? Une chose aussi qu'on doit rappeler, bon, il y a eu des centaines de milliers de victimes, des morts et des blessés depuis 4 ans et demi dans cette guerre-là. Par contre, je pense qu'il faut être honnête, puis je sais que ça va peut-être déplaire à certaines personnes, mais je pense qu'il faut être honnête, c'est quand même un conflit qui a largement épargné les civils en termes de victimes. C'est un conflit, peut-être c'est l'avantage, ce que je racontais dans un livre il y a quelques années, l'avantage que les armes technologiques peuvent procurer, c'est leur capacité à être en mesure de frapper différentes cibles de manière extrêmement efficace. Puis c'est peut-être en train ce qu'on est en train de voir là. D'où la raison pour laquelle par la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, vous avez eu beaucoup plus de victimes civiles que de victimes militaires. Mais depuis Ouais. cette époque-là, ce à quoi on assiste, puis c'est corrélé avec l'évolution des technologies militaires, ce qu'on est en train d'assister, c'est un renversement de situation. Donc, de moins en moins de victimes civiles, mais de plus en plus de civils, pardon, de victimes militaires, de soldats. Donc, encore une fois, c'est ça. Ce qui est, Faut en prendre et il y en a peut- laisser, là. Maintenant, évidemment, si tu le compares avec Gaza,
Tu vois que les civils, c'est eux qui sont les premières victimes de ce conflit-là par rapport, par exemple, aux civils ukrainiens. J'ai pas fait la comptabilité sordide des deux guerres, mais à l'évidence, les civils palestiniens ont été les premières victimes. Ouais. Oui, ben, bon, c'est un contexte, à Gaza, c'est dans un contexte très, très, très urbain, C'est où sûr. les civils et les terroristes du Hamas se mélangeaient les uns avec les autres, puis aussi Ouais, la réponse d'Israël, qui a peut-être pas été la réponse la plus proportionnée, mais d'une ouais. certaine façon, j'excuse pas, mais j'essaie de comprendre, après les événements du 6 octobre, comme ça a été le cas après les événements du 11 septembre 2001, quand vous êtes frappé au cœur même de votre nation par une attaque terroriste de cette ampleur-là, c'est sûr que les militaires, puis même la population civile, va être beaucoup moins frileuse à l'idée de cibler de manière indiscriminée les civils, hein. Ouais. Donc, il y a ça aussi qu'on doit prendre en considération. Mais en tout cas, bref, c'est ce qui est raconté par les autorités ukrainiennes, c'est ce qui est aussi rappelé par les autorités occidentales. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que la Russie utilise un missile comme celui-là? Est-ce qu'ils en ont énormément? J'en doute. Disons qu'ils, s'ils en avaient énormément, ils les utiliseraient de manière beaucoup plus Mhm. fréquente. J'ai l'impression que c'est une technologie qui est très, très, très difficile, qui coûte extrêmement cher, qui exige beaucoup de pièces électroniques. Puis, compte tenu des sanctions, j'ai l'impression que l'armée russe, pour faire des Oreshnik, ils doivent cannibaliser des pièces sur d'autres missiles. Donc, ils n'en ont pas énormément. Et donc, ça veut dire que lorsqu'ils les utilisent, c'est vraiment pour envoyer un message. Puis, le message, c'est justement la menace ukrainienne de commencer à utiliser des missiles à moyenne portée en territoire russe. Donc, c'est ce que Vladimir Poutine est en train de voir venir lentement mais sûrement. C'est aussi la raison pour laquelle la parade du 9 mai, c'était une parade qui a été extrêmement courte. Il n'y avait que des fantassins dans le défilé. Il n'y avait pas d'équipement lourd, des chars d'assaut ou les fameux missiles nucléaires là, qui défilent sur la place Mhm. rouge à la fin du défilé. Donc, c'est un défilé qui a duré à peine 15 minutes. Puis il a serré les mains à la fin du défilé, il a serré les mains très rapidement, puis il s'est poussé, là. Parce que justement, il y avait des craintes que l'armée ukrainienne en profite pour frapper directement Moscou le 9 mai, lors de la journée de la victoire en Russie. Puis on dit, puis Vladimir Poutine l'a avoué aussi lui-même, il y a environ un mois, quelques semaines de ça, que l'économie russe, le taux de croissance n'était pas celui qui était espéré. Puis je l'ai déjà expliqué, hein, le contrat social russe, comme tout contrat social autoritaire, ça dépend de la capacité de l'État à pouvoir garantir le bonheur matériel des gens, mais aussi leur sécurité. Et là, s'il est en train de voir que l'économie russe est en train de ralentir, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de continuer à verser des primes faramineuses pour les volontaires qui décident d'aller combattre en Ukraine. Et si l'Ukraine commence à frapper profondément en territoire russe, commence à frapper des cibles civiles ou militaires, ben là, il va y avoir un sentiment au sein de la population russe que le gouvernement n'est pas en mesure de garantir leur sécurité. D'où la raison aussi pour laquelle, le 11 mai dernier, il a dit en entrevue qu'il estimait que le conflit touchait à sa fin. Mhm. Donc, est-ce qu'on est en train d'une certaine façon un peu paradoxale de voir une escalade, un build-up pour faire monter la pression à tel point que de part et d'autre, tout le monde va revenir à la raison, Ouais. puis décider de s'asseoir, puis de signer un cessez-le-feu. Donc, c'est ce qu'on va voir au cours des prochaines semaines. Mais 4 ans, plus de 4 ans de conflit, ça a été extrêmement coûteux en matière de vie humaine. Encore une fois, on ne sait pas exactement combien de soldats ont été tués pendant ce conflit-là. On dit les estimations en Russie, les soldats tués et blessés, ça montrait à peu près un demi-million. On peut estimer que du côté ukrainien, ce sont des chiffres relativement similaires, disons entre 350 000 et un demi-million aussi. Je pense qu'en disant un chiffre comme Mhm. celui-là, on n'est probablement pas très loin de la vérité. Donc, c'est presque 4 ans et demi de conflit. Puis là, en ce moment, les lignes ne bougent plus vraiment parce qu'avec l'apport des drones qui survolent le champ de bataille, ça rend virtuellement impossible la concentration de troupes de chars pour planifier des grandes offensives. Donc, de part et d'autre, si on se retrouve dans un stalemate, comme on dit, dans un conflit qui devient essentiellement gelé, bon, est-ce que ça vaut la peine de continuer? Donc, Ouais. peut-être que D'autant plus qu'on connaît les conditions d'une paix.
Peut-être pas Ah une paix oui, durable, peut-être pas une paix juste, équitable, tout ce que tu voudras, mais on sait à peu près qu'il faut qu'il y ait un compromis territorial. C'est à la base même d'abord de la négociation depuis deux, ouais, trois ans, et puis de la façon de régler le conflit pour que cesse le massacre. ouais. Est-ce que les Ukrainiens sont prêts à accepter ça? En tout cas, je pense Ben, c'est pas. que C'est s'ils ne l'acceptent pas, la réalité sur le terrain va s'imposer parce que qui habite dans ces territoires conquis par les Russes? Certains de ces territoires ont été nettoyés, si je peux m'exprimer ainsi, ethniquement au point où la population qui est là, c'est soit des Russes qui ont déménagé de Russie pour s'y installer, soit des russophones qui étaient déjà ukrainien, bien présents, ça. ukrainiens, et qui prospèrent sous l'influence russe. Et donc, si demain matin, l'Ukraine récupère ses territoires, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'armée ukrainienne va rentrer dans ces territoires? Est-ce qu'on va assister à un autre nettoyage Euh, ethnique? Euh, on va échanger une horreur pour une autre horreur. Donc, Exactement. moi, j'ai l'impression qu'une bonne partie des Ukrainiens ont fait une croix d'abord sur la Crimée, puis ensuite sur le reste du territoire contesté. Ben, c'est là que la négociation va se dérouler, j'imagine. C'est ça. Puis à quelque part, on peut se dire, ça serait aussi dans l'intérêt des Russes d'avoir un cessez-le-feu, parce que s'il y a cessez-le-feu, ça permettrait enfin la tenue d'élections présidentielles en Ukraine, qui Ouais, pourrait, une fois pour toutes, permettre aux gens, aux Ukrainiens, de décider de voter pour un candidat qui est pro-guerre, pro-paix, pro-cessez-le-feu, peu importe, mais ouais, d'avoir finalement une décision politique démocratiquement exprimée mm, pour que les gens décident finalement ce qu'ils veulent pour la suite des choses. Parce que il y a quelques jours à peine, ça a marqué les 7 ans au pouvoir de Zelensky. Donc ça, c'est ouais, 2 ans de plus que le mandat qui était initialement prévu. Mais ça, c'est la raison qui parle. Mais dans ouais, un conflit comme celui-là, probablement plus, les décisions sont probablement davantage prises sur le coup de l'émotion les émotions. que de la raison. Donc, Ouais. voilà, mais ce sont les derniers développements en Ukraine. Et puis, ben voilà, moi, mon deuxième sujet, ben, vous avez vu aussi, comme nous, qu'il y a quelques jours, une nouvelle flottille en direction de Gaza avait été interceptée en haute mer Mm. par les forces armées israéliennes. Et ben, comme ça a été le cas dans le passé, ils ont été arrêtés, ils ont été incarcérés pendant une journée ou deux, puis ils ont été renvoyés dans le premier avion vers leur pays d'origine. Par contre, cette fois-ci, il y a des images qui ont circulé parce que vous avez le ministre de la Sécurité nationale israélien, Ben Gvir, qui est issu d'un parti de la droite ultranationaliste, anti-arabe, donc qui fait partie du gouvernement Netanyahou, qu'on l'a vu circuler dans une espèce de gymnase ou une base militaire où les manifestants avaient été arrêtés, circuler, puis leur dire des choses qui étaient pas très gentilles. Non seulement ça, mais aussi le fait que les manifestants en question étaient menottés, avaient les mains attachées dans le dos, puis ils étaient accroupis face contre terre. Donc, ils ont pas été traités d'une façon très, très, très décente. Et ça a soulevé un tollé de la part de la communauté internationale, à tel point que le ministre Barrot, le ministre français des Affaires étrangères, a annoncé son intention de vouloir soumettre à la Commission européenne euh, le- la proposition sur laquelle Ben Gvir serait interdit de séjour en Ouais. Union européenne pour ce qu'il a fait. Donc, ça a vraiment soulevé un tollé. Anita Anand, la ministre canadienne des Affaires étrangères, a parlé de. Il faudrait que je retrouve exactement le tweet en question, mais dit c'est un traitement inhumain, complètement inacceptable et que lorsque les ressortissants canadiens avaient atterri, je crois, en Turquie, immédiatement, ils avaient eu recours à des soins médicaux d'urgence. Puis là, regarde, oui, on a vu les images. Il y a Netanyahou qui a aussi blâmé son ministre. Oui. Mais lorsqu'on on s'entend, si on a vu les images, c'était pas raffiné, là, on s'entend. Mais de Ouais. là à dire qu'il y avait des équipes médicales d'urgence qui étaient là pour procurer.
il y a de l'enflure verbale ici là, de la part de la ministre Anand et des autres chefs d'État, chefs de gouvernement européens qui ont eu des réactions plus ou moins similaires. Maintenant, je pense qu'on peut s'entendre sur une chose, là. L'objectif de ces manifestants-là, lorsqu'ils se dirigent vers Gaza dans des bateaux, leur objectif véritable, là, c'est pas de venir en aide à la population de Gaza, aux Gazouïs, parce qu'ils le savent très bien, comme ça a été le cas dans les années et les années précédentes. Tous ces bateaux-là, toutes ces flottilles-là ont été interceptés en haute mer. Les gens ont été débarqués des bateaux. Ils ont été envoyés dans une prison militaire en Israël pour une journée ou deux avant d'être envoyés chez eux, là. Donc, si ces gens-là espéraient aller aider la population gazoui, pour moi, c'était clairement pas leur intention. Leur intention, c'était de se faire arrêter pour qu'il y ait des images qui soient générées pour soulever un tollé d'indignation contre Israël. Et clairement, ça a fonctionné. Puis le ministre Gvir a vraiment donné des munitions aux pro-palestiniens qui sont encore davantage convaincus du caractère génocidaire du gouvernement Netanyahou. Donc, ça n'a vraiment pas aidé. Mais encore une fois, là, de là à parler là, de traitements inhumains qui requéraient des soins médicaux d'urgence, là, on repassera. Et puis, il y a une image là, d'une manifestante espagnole. On la voyait quelques heures avant son arrivée à Madrid sur une civière avec le collier cervical presque en état comateux à l'article de la mort. Et puis, quelques heures plus tard, elle débarque à l'aéroport de Madrid, le poing en l'air, accueillie par ses proches en marchant sur ses deux pieds, là. Donc, tu sais, c'est plus une grande opération de propagande, de communication publique qui, dans ce cas-ci, s'est retournée contre Israël parce que à cause de Parce que, ces images-là qui ont parce, circulé. Mais parce on que le s'entend, ministre, c'était pas parce que, Guantanamo, c'est pas, personne n'a été victime de parce, waterboarding, là. parce que le ministre n'était pas très intelligent, ou en tout cas, il voulait faire un statement et certainement plaire à une partie de l'électorat israélien qui est évidemment très radicalisé envers les Palestiniens suite au massacre d'octobre 2023. Ben, c'est ça, Mais il a pensé d'abord à ses propres intérêts en se disant, en faisant ça, ça va galvaniser les gens de mon parti qui vont m'appuyer. Il y a des élections. De toute façon, en Israël, les gouvernements durent jamais très longtemps. Des élections peuvent survenir dans quelques mois. Donc, je vais c'est au mois avoir besoin, d'octobre. voilà, Ouais, donc, je vais avoir besoin de ça pour ma communication politique, pour me faire ouais. élire, moi et les membres de mon parti. Mais il n'a pas pensé à l'intérêt général parce que, Non. évidemment, c'est ça, ça s'est Mais, je- retourné mais, contre Israël. mais je pense que les protestations internationales se déroulent aussi dans un contexte particulier. C'est que Israël est en train d'annexer la Cisjordanie. Et donc, quelques jours avant ces incidents-là, je crois que ces 8 pays occidentaux, dont le Dans Canada, le la France, Canada, oui. l'Allemagne, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, ont signé une déclaration commune avertissant Israël de cesser de poser des gestes qui vont mener à l'annexion de la Cisjordanie et à l'impossibilité ou à l'incapacité de créer un État palestinien, ce qui est encore la feuille de route de la communauté internationale. Oui. Peut-être que les Américains ne sont pas d'accord avec ça, quoique ils sont assez ambivalents parce que l'année dernière, quand Donald Trump a fait son show médiatique en Égypte là, sur le Forum sur la paix pour la Palestine, il a quand même reçu le président Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne. Je crois qu'il a été là encore contraint de l'accepter parce que les Égyptiens n'auraient jamais autorisé la tenue sur leur territoire de cette conférence internationale pardon, sur la Palestine. Donc, je crois que les indignations internationales se déroulent dans un contexte bien particulier Oui. qui est la radicalisation de la confrontation entre Palestiniens et Israéliens, et ça se fait au détriment des Palestiniens Oui. nécessairement. Puis ça, je vois aussi
un changement dans la politique étrangère canadienne. Tu pourras en dire un peu plus long dans quelques minutes parce Ouais. que tu as travaillé auprès de Stéphane Dion pendant quelques mois. Mais moi, j'ai l'impression, les déclarations, que ce soit de Mark Carney, d'Anita Anand au cours des derniers jours, mais aussi dans les mois précédents, on voit qu'ils prennent davantage une position beaucoup plus ferme en faveur de la Palestine, beaucoup plus critique à l'égard d'Israël. Oui, ça peut être tributaire des actions israéliennes depuis octobre 2023 dans la région, mais je pense qu'il y a aussi un changement de population au Canada. Je pense que en matière de lobby, le lobby pro-palestinien est en train de devenir beaucoup plus important que le lobby Mm. israélien. Et ça, sur le plan électoral, ben, les partis politiques ne sont pas stupides, hein. Eux aussi, ils veulent se faire réélire, puis sont en train de Ouais. voir de quel côté, comment l'électorat est en train d'évoluer, quels groupes ont davantage de voix, d'intérêt que les autres. Et puis, j'ai l'impression que la réaction canadienne, c'est pas simplement une réaction politique d'indignation contre ce qu'Israël fait pour qu'il y ait un règlement pacifique du conflit dans la région. Je pense qu'il y a aussi une volonté de plaire à une partie de la population canadienne qui, lentement mais sûrement, est en train de devenir, pour différentes raisons, davantage sensible à la cause palestinienne qu'à la cause israélienne. Et puis en même temps, je pense que Carney et les libéraux en particulier, avec l'appui du Bloc québécois et du NPD, regardent ce qui se passe aux États-Unis. Parce que le consensus pro-israélien aux C'est en train États-Unis est en d'éclater. train d'éclater. Mhm. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais vu l'ensemble du bloc des sénateurs démocrates voter contre Israël lorsqu'il s'agissait d'envoyer de l'armement à Israël. Eh bien, aujourd'hui, à part un sénateur démocrate, tous les autres ont voté il y a quelques jours contre un package militaire pour Israël. Et même du côté républicain, on a des Ouais. voix qui s'élèvent maintenant pour dire assez, c'est assez. Il faut trouver une solution à ce conflit parce que c'est en train de nous diviser à l'intérieur même de nos formations politiques. Parce que peut-être que les républicains au Sénat et à la Chambre font bloc autour d'Israël, mais le mouvement MAGA Mhm. est de plus en plus anti-israélien Oui, parce qu'ils et ont d'autres voix c'est ça, parce et que d'autres voix à l'extérieur là, ouais, qui tournent autour du mouvement MAGA. Là. On peut penser à Tucker Carlson, par exemple, ouais. qui fait des diatribes anti-Israël assez régulièrement et qui a il y a une Qu'un audience de écho, ben oui, plusieurs millions de millions. Oui. personnes. Quoi, Donc, dans le cas républicain, c'est pas question de plaire à un certain électorat. C'est plus la logique du America First qui est ouais, très cher à Tucker Carlson. C'est faut arrêter de s'impliquer dans des conflits à l'étranger. Puis les ouais, Israéliens nous forcent contre notre gré à nous embarquer dans des histoires comme ça a été le cas avec l'Iran. Donc, ouais, tu sais, la réaction est différente, mais l'éclatement du soutien à l'égard ouais, d'Israël, comme tu l'as dit, est bel et bien présent aux États-Unis. Tandis que moi, j'ai l'impression, plutôt au Canada, c'est plus un changement de population qui est en train d'avoir lieu. Et puis les ouais. partis politiques se rendent compte que ben, finalement, il faut peut-être être plus à l'écoute du lobby pro-palestinien que du lobby israélien. Ouais. Ouais, il y a un changement même générationnel, autant aux États-Unis qu'au Canada. Les étudiants américains sont de plus en plus Ouais. pro-palestiniens et de moins en moins pro-israéliens. Or, un jour, c'est ces gens-là qui vont gouverner les États-Unis. Et c'est comme si Israël, ou plutôt le gouvernement de Netanyahou, n'a pas compris que sa fenêtre d'opportunité avec les Américains est en train de se refermer lentement. Mm. Et à chaque fois qu'il pose des gestes révoltants, La porte, elle se ferme encore particulièrement, plus. la porte se ferme encore plus. Ouais. Et les nouvelles élites qui vont accéder au pouvoir vont être bien moins attachées à Israël que les anciennes élites euh, plus Ouais. conservatrices. Puis ça, je terminerai là-dessus parce que c'est un sujet de livre sur lequel je suis en train de travailler. Tu sais, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le nouveau héros, c'est la victime. Oui,
puis en fait, pendant la Première Guerre mondiale, l'héroïsme était les soldats qui se Les lançaient soldats. là, dans le no man's land, qui se faisaient faucher par dizaines de milliers par les mitraillettes ennemies. Puis dans l'entre-deux-guerres, le nouveau héros, ça a cessé d'être le héros qui vouait sa vie à une grande cause nationale. C'est devenu des héros plus individuels. Charles Mhm. Lindbergh ou tous les romans d'Antoine de Saint-Exupéry, là, les aviateurs les avions s'écrasaient, puis ils passaient plusieurs jours dans les Andes. On pensait qu'ils étaient morts, puis ils réapparaissaient. Ça a été ça, dans l'entre-deux-guerres, la figure du nouveau héros. Alors qu'après la Deuxième Guerre mondiale, principalement à cause de l'Holocauste, on a terminé avec la figure du héros parce que l'héroïsme est devenu synonyme de barbarie. Donc, Ouais. des gens qui héroïquement se dévouent à une cause, mais une cause qui peut être absolument dégueulasse, comme le nazisme ou le communisme. Donc, l'héroïsme est potentiellement dangereux, ça crée ça engendre des victimes, puis maintenant, on doit prendre le parti des victimes. Or, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la victime par excellence, pour des raisons historiquement évidentes, ça a été le juif qui a été Ouais. victime de l'Holocauste pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et puis graduellement, vous avez vu davantage de reconnaissance de génocide dans le passé, le génocide arménien où je me trouve en ce moment, puis les gens qui se demandent si j'ai l'écusson de la Russie là, sur mon hoodie, non, c'est l'écusson de l'Arménie, là, OK? Ah Donc, oui. la reconnaissance du génocide arménien et de plein d'autres génocides, donc la figure de la victime, qui est en fait le cœur même du wokisme à l'heure actuelle, la personne qui n'est pas reconnue, qui n'a pas de droit, qui passe devant la télévision et qui se fait prendre en pitié, puis les politiciens qui disent, oh, on va changer les normes pour l'accommoder. On a changé de logiciel, on est passé de la figure du héros à la figure de la victime. Or, cette figure-là de la victime s'est retournée maintenant contre Israël, parce que ça, en 1945, Israël et les Juifs étaient les victimes par excellence, C'est l'idéal type sûr. de la Ouais. victime, ben avec ce qu'ils font graduellement dans la région, Les avec la Palestiniens. population palestinienne. Mais là, maintenant, c'est eux qui sont en train de devenir les bourreaux et la victime, ben, ce sont les Palestiniens qui sont de Ouais. plus en plus en train d'être pris en pitié par une génération tout entière qui a grandi dans cet environnement-là de la victimisation aiguë où on célébrait la victime avant de célébrer le héros. Donc, ce que tu dis est absolument vrai sur les campus universitaires nord-américains, ben évidemment, c'est la raison pour laquelle aux États-Unis, il y a eu des manifestations pro-palestiniennes. On interdisait aux professeurs d'origine juive d'accéder à leur bureau. Bon, Ben oui. il y a ça aussi Ouais. l'évolution des 80 dernières années sur le plan de la psychologie collective, le passage du héros à la victime, ben, Mm. ça explique aussi en grande partie la perception de l'opinion publique dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Et puis, Mm. le Parti démocrate est victime de cette dynamique-là. On en a déjà discuté. Kamala Harris aurait voulu choisir des sénateurs de la Pennsylvanie, Shapiro, pour être Ouais. son colistier. Et puis, dans son livre, elle affirme elle-même que ça passait pas parce qu'il était juif. Donc, Ouais. il y a eu un backlash de la part de son propre électorat contre la candidature de son colistier. Donc, c'est la raison pour laquelle elle a choisi quelqu'un d'autre qui était clairement Mm. pas qualifié pour la tâche, là. Ouais. Mais voilà, Bon, ben on attend ton prochain livre, mon cher. ben, si j'ai le temps cette année, je vais essayer je vais essayer de travailler là-dessus. Puis, de toute façon, au cours des prochaines semaines, on fera quelques petites annonces Voilà. individuellement sur le plan professionnel, aussi la suite des choses pour le podcast. Mais on s'en parlera dans quelques semaines lorsque le moment sera venu. Bon, Voilà. d'ici là, on espère que vous avez apprécié l'épisode. Et puis, comme d'habitude, likez, partagez l'épisode, parlez-en à vos amis, demandez-leur de s'abonner à la chaîne, ça coûte absolument rien. Et puis, d'ici là, on vous souhaite une très bonne semaine et puis on se dit à dimanche prochain. Au revoir tout le monde.